La première, 9h-10h, l'histoire continue. Bertrand N, Hélène Maquet. J'aime de parler flamand, mais avant tout, je veux être francophone. Il dit qu'on est dans le pays flamand. C'est pas le pays flamand ici. Tu crois qu'il y a de bons dieux? Peut-être. Bon Dieu flamand, il y a un bon Dieu wallon. Des histoires de village, des histoires en patois, en flamand, en français. Des histoires de frontières, de langues, de territoires, aux confins de la Belgique et des Pays-Bas. Une saga qui a profondément marqué la Belgique des années 80, un feuilleton qui n'en finissait pas. On parle des fourrons dans cette émission, de barricades, de promenades, de José Appart, de milices flamingantes. On parle d'une décennie où les conflits linguistiques entre flamands et francophones étaient physiques et ont même fait couler du sang. Et depuis, l'histoire continue. On n'a rien vu du tout. La première chose qu'on a fait, c'était sauver. Il y avait du sang qui giglait partout. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission. On s'attaque à un gros morceau de l'histoire récente de la Belgique aujourd'hui avec cette histoire des fourrons. Cette commune de à peu près 4000 habitants située à l'extrême est de la Belgique, près de Maastricht. Une commune à facilité, comme on dit en Belgique, c'est-à-dire souvent une commune très compliquée, sans doute la plus compliquée de l'histoire de Belgique. Oui, on va revenir dans cette émission sur ce qui s'est passé à Fourron dans les années 80 où littéralement on se battait au corps à corps entre francophones et flamands, mais aussi comment en 1963 elle est passée de la province de Liège à celle du Limbourg aux grandes dames de la majorité des francophones qui habitaient là-bas. Ce qu'il faut comprendre avant de commencer, c'est que les querelles entre flamands et wallons à propos de ce territoire contesté vont profondément marquer le pays au nord et au sud chaque semaine à partir de la fin des années 70 jusqu'à la fin des années 80. Chaque semaine, parfois même chaque jour, on parle des fourrons dans les journaux, à la radio, à la télé. Oui, et ce conflit peut nous sembler un peu anecdotique, lointain, un peu cloche-merle, pour utiliser un mot comme ça, même risible. Mais à l'époque, en fait, il déplaçait littéralement les foules, on peut dire comme ça. Oui, des manifestations, il déclenchait des éditoriaux virulents, il suscitait des commentaires très émotionnels. Cette histoire, elle a marqué toute une génération de flamands et de francophones. Et ce qui est intéressant pour nous aujourd'hui, c'est aussi de comprendre comment on a pu sortir de ce conflit qui paraissait alors insoluble. Et pour en parler avec nous, deux journalistes expérimentés. D'abord, Philippe Lerut. Bonjour Philippe Lerut. Bonjour. Vous avez couvert pour le journal Vers l'avenir, comme on l'appelait à l'époque, c'est devenu l'avenir aujourd'hui. Ce conflit des fourrons, peut-être avant de commencer, s'il y a un mot qui vous semble caractériser ce conflit, c'est lequel ? Un conflit passionnel. Passionnel, et on va le voir. Le mot passionnel est très bien choisi, je pense. Et avec nous aussi, Ivan De Wader, bonjour. Bonjour. Journaliste politique à la VRT. Avec vous, on va essayer de comprendre quel impact cette histoire a eu sur la politique flamande, sur la politique fédérale également, et comment, peut-être, elle explique encore des choses aujourd'hui. Vous, s'il y a un mot qui caractérise ce conflit dans les fourrons, c'est lequel ? C'est le carrousel. Le carrousel. Oui, ça revenait à chaque fois. C'est un peu ça, quoi, dans mes souvenirs en tout cas. Oui, on va voir à quel point ce conflit il est aussi institutionnel. On se replonge tout de suite dans les fourrons. On revient 38 ans en arrière. Nous sommes le 29 juillet 1983. Sur la place du petit village de Fourron-le-Comte, les deux cafés sont encore ouverts. Les clients profitent d'une belle nuit d'été. Quand on tourne le dos à l'église, à droite, c'est chez Winans, le café flamand. À gauche, c'est chez Liliane, le café francophone. Liliane, la patronne donc, une grande brune, sert des blondes. Ce seront les dernières car demain, la météo annonce encore une belle journée, il va y avoir du monde en terrasse. Soudain, un coup de frein. Une voiture s'arrête devant la vitrine, un homme sort une arme de guerre, et tire une dizaine de fois. Liliane et les clients se couchent, ils tentent de prendre la fuite. Il y aura 7 blessés légers et un beaucoup plus sérieux. Le lendemain, les Fourronnais observent un peu blasés la scène, l'arrivée des journalistes et des experts de Bruxelles. Un des clients raconte. Ils en ont quand même tiré une quinzaine, il me semble. Vous les avez vus? Les gens, oui.
ceux qui tiraient? On n'a rien vu du tout. La première chose qu'on a fait, c'était sauver. Il y avait du sang qui giglait partout. Il y a un garçon qui était mis contre la fenêtre derrière le bar, qui a eu son coude arraché. Combien d'impacts il y a eu? Oui, j'ai fait le compte tout à l'heure, 12. Et quelles munitions? 223 Remington Magnum. C'est une arme de guerre, une arme de chasse? C'est une arme de guerre transformée en calibre civil. Ils ont tiré pour tuer, pensez-vous? S'il n'y avait pas eu la vitre? On ne sait pas dire dans quel but ils ont tiré, mais on a eu de la chance que les munitions ont explosé sur la vitre ou sans ça. Sans la vitre, il y aurait eu des morts pour beaucoup de Fouronnais. L'affaire est entendue. Le café francophone a été pris pour cible et forcément, on pense que ce sont des Flamands qui ont fait le coup. Dans cette commune marquée par les querelles linguistiques depuis 20 ans, beaucoup de monde y pense. Enfin, surtout chez Liliane. Mais 25 mètres plus loin, chez Winans, au café flamand, on n'imagine pas ça. Un représentant du comité flamand des Fourrons trouve même insultant qu'on puisse se poser la question. Ja, dit is een afrekening van het milieu. Dit is een daad van gangsterisme. Waar wij niks mee te maken hebben. Ik vind het zelfs immoreel van dit in het kader van een taalstrijd te plaatsen. Ik vind het immoreel. Nee, dat heeft daar niks mee te maken. Wij kennen die café. Dat gaat om geld en seks. Daarover gaat het. Chez Winans, on pense que chez Liliane, tourne avec l'argent de la drogue et du sexe. Et Liliane, elle, est étonnée qu'on se pose cette question. Cheveux bruns, soignés, collier blanc, robe rouge. Elle écoute le journaliste poser ces questions avec un brin de méfiance. Malfamé le café ici? Je me demande bien pourquoi, non? Il n'y a jamais rien eu de malfamé. Ça a toujours été un petit café de village tout honnête. Jamais eu rien de malfamé ici. C'est le café des francophones des Fourrons, de Fourrons-le-Comte? Normalement, oui. Ouais, c'est un café francophone de Fourrons. Ça explique tout, vous croyez? Je ne sais pas. Je suppose que ça explique beaucoup de choses. Je ne sais pas, je suppose, la patronne du café se montre prudente. Mais il y a quelqu'un côté francophone qui ose accuser, qui ose dire ce que tout le monde pense tout bas. C'est le bourgmestre, José Appart. Lui, il n'hésite pas. José Appart, pour vous, c'est un attentat? Ah oui, bien sûr, c'est un attentat terrorisme, un attentat criminel. Les tireurs ont tiré pour tuer. Comment expliquez-vous ça? Disons qu'on peut l'expliquer au point de vue politique suite aux déclarations du TAC il y a une quinzaine de jours où ils ont annoncé qu'ils allaient recommencer les manifestations dans les Fourrons pour ramener les Fourrons au devant de la scène politique de façon à servir à leurs intérêts flamands. Ensuite, il y a un commando qui est venu il y a une dizaine de jours chez moi. Une personne est pénétrée dans la maison. Et puis alors maintenant cette fusillade, ça peut se tenir. Les gendarmes vont donc mener l'enquête. Quelques jours après, ils tiennent enfin une piste. 3 personnes sont arrêtées et très vite. Ils passent aux aveux et c'est l'auditeur militaire qui prend la parole. Il s'agit donc de 3 militaires et d'un civil qui sont partis au Fourron avec l'idée de faire du graffitage au cours d'une sortie qui a d'ailleurs commencé à Borglone, continué à Celt pour finir au Fourron. Arrivés au Fourron, ils ont donc été dans plusieurs établissements néerlandophones et à un certain moment, ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient rien fait du tout au point de vue du graffitage. Regrettant les faits, ils se sont dit on doit faire quelque chose d'autre. Trois militaires néerlandophones, une soirée un peu arrosée, une arme de guerre qui traînait. Ils ont voulu faire peur aux francophones. Voilà donc pour le scénario reconstitué de cet acte. Mais est-ce qu'il était prémédité cet acte? A-t-il été commandité par une organisation flamingande, comme le disait José Appart? L'auditeur militaire doit bien reconnaître qu'ils faisaient tous partie du VMO, le Vlaams Militant Orden, une milice d'extrême droite dissoute justement cette année-là. Disons qu'il y a peut-être bien une raison politique sous-jacente, politique peut-être pas, mais linguistique. Mais disons que ce n'était certainement pas une opération téléguidée par qui que ce soit. C'était une initiative personnelle qu'ils ont prise eux-mêmes dans le feu du mouvement. Appartiennent-ils à une organisation ou ont-ils agi pour leur propre compte? On peut dire qu'ils ont agi pour leur propre compte, mais qu'ils ont certainement été influencés par une organisation sous-jacente, mais certainement pas téléguidée. VMO.
sans doute. Alors comment le sang a-t-il pu couler pour des querelles linguistiques? C'est la question qu'on va éclaircir dans la suite de cette émission. On va évidemment aussi essayer de comprendre comment cette histoire s'est tassée, comment cette histoire a fini par se calmer et ce qu'elle nous dit de la Belgique d'aujourd'hui. Mais avant, peut-être, Philippe Leruth, vous qui avez été reporter sur le terrain pour le journal Vers l'avenir, comme on disait à l'époque, est-ce qu'on peut parler de haine ? Parce que quand on regarde les archives pour un journaliste plus jeune comme moi, c'est vrai qu'on se rend compte qu'il y avait vraiment un niveau de tension qu'on n'a jamais connu après. Moi, je me parlerai de tension et de violence. Et rétrospectivement, il est extraordinaire qu'il n'y ait jamais eu de mort dans les fourrons, parce que ce n'est pas le seul incident où des coups de feu ont été tirés, de part et d'autre d'ailleurs. Ici, c'était des militants flamingants qui tiraient sur un café francophone. Auparavant, le patron d'un café francophone tirait sur des Flamands. Il y a eu l'épisode d'un pisciculteur qui a fait feu sur des manifestants flamands. Il y a eu un militant flamingant qui a été rossé, jeté dans l'Avour, et l'Avour, c'est la rivière locale qui s'en est tirée miraculeusement. Donc, vous imaginez le degré de violence qui s'exerçait, et évidemment, ça véhiculait une haine réciproque qui était très très forte. Oui. Ivan de Wader, vous n'avez pas nécessairement couvert, vous, le conflit, peut-être en tant que jeune journaliste, ou vous vous en souvenez Non, j'ai commencé 94 rue de la Loi, donc dans la politique, donc c'est après. On va voir comment ça a été réglé d'ailleurs, mais vous en souvenez, vous, des souvenirs médiatiques de cette époque et de ce niveau de tension? Tout à fait. Télévision flamande, c'était avec des reportages sur les promenades, ça s'appelait des promenades du VMO, mais aussi du TAC, Actiecomité VMO. C'était une milice qui a été dissous juste après, comme c'était mentionné dans le reportage, mais il y avait aussi les militants du TAC, Actiecomité, qui allaient justement manifester, parce que c'était pas des promenades, c'était des manifestations, pour aller demander qu'on respecte les lois, par exemple, linguistiques sur place. Et cette violence, c'est vrai, à ce moment-là, on a encore toujours... C'est une période, moi je me souviens, assez obscure, noire. Il y avait les CCC, il y avait du terrorisme en Belgique, il y avait les tueurs du Brabant wallon. Donc il y avait quand même une violence dans notre société qui maintenant a disparu, est inconnue. Mais aussi, très localement, il y avait des équipes pour aller coller des affiches pendant les élections qui se battaient, qui se tapaient dessus. Donc ça a disparu dans notre société. La violence est devenue verbale par les réseaux sociaux. À ce moment-là, c'était les politiques et les tendances dans la politique qui se battaient à ce moment-là. Ça a disparu. La violence sur des questions vraiment politiques, on atteint là une sorte de climax sur ce qu'on a connu jusqu'ici ? Ah non, je ne sais pas si c'est un climax. Oui, naturellement avec la violence, mais j'ai l'impression que c'est le mal pour un fédéralisme pour devenir adulte. Qu'est-ce que je veux dire ? Il y a des dossiers à chaque fois. L'usage des langues en Belgique, 1932. Il y a eu 63, c'est-à-dire la frontière linguistique. Il y a eu Leuven-Vlaams. Il y a eu les fourrons. Il y a eu BHV après. Et à chaque fois, pour ne pas bloquer le pays complètement, j'ai l'impression qu'on a trouvé des dossiers symboliques, petits, où la discussion pourrait se faire, mais qui avait naturellement des conséquences sur le niveau national. Mais ça restait restreint, c'était petit. Avec, comme on vient de dire, toute cette violence, mais c'était à gérer. On pouvait gérer et on se battait de cette façon-là, au lieu de se battre dans les rues de Bruxelles, par exemple. Alors pour comprendre cette violence, on retourne dans les fourrons, et pour comprendre aussi comment le sang a pu couler, il faut remonter en arrière, remonter 20 ans avant cette année 1983. En 1962, les fourrons sont calmes. Ici, la majorité des gens sont des paysans. Beaucoup parlent un patois local, mais une majorité, 60-70%, au moins parlent d'abord le français. Ils sont tournés vers Visé, vers Liège.
À Bruxelles, par contre, c'est plus agité. La Belgique est toujours unitaire, mais les élus fixent la frontière linguistique. Dans des discussions, le sort de plusieurs communes balance, parfois rattachées au nord, puis parfois rattachées au sud. Finalement, les 6 villages des Fourons à majorité francophone, qui font partie de la province de Liège depuis la création de la Belgique, deviennent du jour au lendemain limbourgeois. La contestation grandit. En Wallonie, la province de Liège organise une consultation, près de 68% de la population y participe, et le résultat est sans appel. Le résultat de la consultation des populations des 6 communes est le suivant. Avis favorable au maintien des communes à la province de Liège, 1562. Avis favorable au rattachement des communes à la province de Limbourg, 61 personnes, soit 93, 19% en faveur du maintien des communes dans la province de Liège. Les 6 villages fouronnais deviennent alors rapidement l'objet d'une lutte qui les dépasse. Une lutte pour la reconnaissance de la Flandre au nord, contre une lutte pour le respect de la Wallonie au sud. Un jour, on manifeste au son du flamseleu, ce chant qui raconte comment le lion flamand ne sera jamais dompté. Un autre jour, l'harmonie francophone de Fouron entame le valeureux liégeois, un chant qui glorifie la liberté de Liège face à l'envahisseur autrichien. Le 1er septembre 63, le mouvement wallon très actif à cette époque fait de Fouron une cause majeure pour la Wallonie. Dans les tribunes, les discours des responsables wallons appellent à la résistance. Aujourd'hui, vous êtes officiellement, amis fouronnais, limbourgeois. Mais de quelle valeur est cet officiel? Quel est le Parlement? Quelle est la majorité qui en a décidé ainsi? C'est une majorité ethnique, donc raciste, donc fasciste. Mesdames, Messieurs, chers camarades, ce 1er septembre 1963 est devenu une journée de deuil pour la liberté, la démocratie et la justice, car elle est marquée par l'entrée en vigueur d'un train de loi qui consacre la mainmise flamande sur l'État dans tous les domaines politiques, économiques et sociaux. À cette date, tout change. Les rapports se tendent de plus en plus. Chaque communauté se barricade. Les années passent, les enfants ne vont plus apprendre l'autre langue. Et d'ailleurs, cette mère de famille, bilingue, s'explique. On est en 1978. Les enfants, bien souvent, je parle flamand, mais ils ne veulent pas me répondre. Alors, ils comprennent le flamand, mais répondent en français, ils ne veulent pas parler flamand, on n'a rien à faire. C'est vrai ça, Joël? Pourquoi tu ne veux pas parler flamand? J'aime pas. Voilà, depuis 63, qu'on nous fait ennuyer, et qu'il faut quand même tout à leur manière, en fait. Au début, l'école, les enfants, le curé, il allait à l'école là en bas. Chez les nôtres, il n'allait pas. Je lui ai demandé si la petite a même posé la question à moi, quand elle avait 9 ans. Maman, est-ce qu'il y a deux beaux dieux? Je dis pourquoi? Parce que le curé, il allait là en bas à l'école, il ne venait jamais la rentrée de classe chez eux. Il dit qu'on est dans le pays flamand. Mais c'est pas le pays flamand ici. Hein, on a les deux langues. Tu crois qu'il y a de bons dieux? Je sais pas. Peut-être. C'est-à-dire un bon Dieu? Bon Dieu flamand et un bon Dieu wallon. À la fin des années 70, la situation empire. Les vexations se comptent par dizaines, tant du côté flamand que wallon. Côté flamand, des organisations flamingantes, presque paramilitaires, organisent des promenades, entre guillemets. Elles atteindront leur apogée le 9 mars 80. 2000 sympathisants du VMO vont à la rencontre de 400 francophones de l'Action fouronnaise. Les vergers sont pris d'assaut. On se bat dans les cimetières à coups de pierre, de barres de fer. De nombreuses maisons sont saccagées par les milices et les francophones doivent reculer. La gendarmerie, monsieur, quand on lui dit qu'il y a des Flamands
qui sont en train de démolir des maisons, monsieur. Ils n'y vont même pas. Ils disent qu'ils ont des missions, c'est des missions pour les Flamands, pour les protéger, mais pas pour nous défendre. J'aime de parler flamand, mais avant tout, je veux être francophone. Ce jour-là, un homme, un francophone, Joseph Snoek, va tirer 3 fois pour tenter de protéger la maison des émeutiers flamands, heureusement sans faire de victimes. Mais on a frôlé le pire. Dans ce contexte chaotique, un homme va s'imposer côté francophone, un agriculteur, syndicaliste, José Appart. Il devient président de l'Action Fouronnaise qui organise la lutte politique dans les fourrons. Il a la trentaine, le regard bleu profond, sa voix est posée et déterminée. Disons que le climat est rendu très difficile de par cette tendance impérialiste des Flamands et le fait que nous nous sentons quand même un petit peu lâchés par les pouvoirs wallons. Alors quelle serait à votre avis la solution pour que ce pays redevienne paisible? Eh bien, pour avoir une pacification du point de vue linguistique dans les fourrons, et pour nous il n'y a qu'un problème, c'est le retour à la Wallonie avec un maximum de facilité pour les Flamands, ce que les Flamands pour leur part nous refusent ailleurs. Ce qu'ils n'accepteront jamais. Je ne sais pas s'ils l'accepteront ou s'ils n'accepteront pas, mais nous nous chargerons de leur faire accepter bon gré mal gré. Vous pensez que ce soit politiquement possible? Disons que nous espérons que les politiciens comprendront avant qu'il ne soit trop tard qu'il faut faire quelque chose. Par son style et sa lutte, José Appart devient très populaire dans les fourrons, et d'ailleurs dans toute la Wallonie. Alors José Appart, l'ambitieux, décide de se présenter aux élections communales. En octobre 82, il est élu haut la main bourgmestre des fourrons avec sa liste « Retour à Liège ». Le programme est clair. Pour la minorité flamande, c'est une déclaration de guerre. Lors des élections communales, dans la cour de l'école communale ici, à Fourreau-Saint-Martin, Appart se trouvait avec 7 ou 8 de ses fameux compagnons. Et chaque fois qu'il y avait un flamand qui passait, on lui crachait dans la figure. Alors maintenant, c'est moi qui pose la question. Est-ce que vous voulez Appart comme bourgmestre si c'était dans une commune en Wallonie? Wij zijn in de minderheid. De lijst Retour à Liège heeft de meerderheid. 10 zetels, wij 5. Dus dat zij een burgemeester krijgen, sowieso. Maar er zijn nog 9 anderen die dan de functie kan krijgen, maar niet meneer Appart. Nee. Et le blocage autour de José Appart va gagner toute la Flandre, quasi unanime. La presse et la classe politique flamande s'opposent à sa nomination. L'Action Fouronnaise est vue au nord comme une organisation terroriste. Ce sont les mots de Vic Ancio, le président de la Volksunie, qui est l'ancêtre de la NVA. Exactement, organisation terroriste. Philippe Lerut, on est au milieu de l'histoire, là. On est à l'élection de José Appart en 82. On va évidemment la continuer, mais à ce moment-là, est-ce que José Appart est à ce point une sorte, on pourrait le dire, une forme de militant de l'Action Fouronnaise, peut-être même quelque part, je ne vais pas dire un soldat de l'Action Fouronnaise, mais c'est quelqu'un qui était dans l'action pure et dure, dans l'action directe, comme l'accusent les néerlandophones, les flamands? Mais au départ, José Appart est un syndicaliste agricole, oui. Donc il a une expérience de la lutte. Par ailleurs, c'est vrai qu'entre 1962 et son arrivée, il y a eu des élections communales qui, à chaque fois, ont paisiblement confirmé des majorités retour à Liège dans les 6 villages fourronnais, d'abord en 1964 et puis en 1970. Et en 1976, la liste retour à Liège, conduite par le bourgmestre Jean-Louis Daudémont, obtient 10 sièges sur 15. Mais rien ne bouge. Et à ce moment-là, arrive un changement de génération. Et José Appart s'impose naturellement comme le leader côté francophone, avec un style beaucoup plus agressif. Et il y a aussi peut-être le sentiment dans la population que puisque le résultat des urnes n'a rien donné et que rien ne change, il faut passer à une forme d'action plus vigoureuse. Et José Appart s'impose naturellement pour mener cette lutte. Il y a un changement de génération, surtout qu'il n'était pas natif des fourrons, hein, il venait de Liège, de Herstal, si je me souviens bien. Il ne parlait pas le néerlandais ou très mal. Ça va d'ailleurs être un des gros problèmes qui va se poser après, on va l'entendre dans l'histoire. Ivan de Wader,
José Appart, c'est vrai que la presse flamande de l'époque était très très dure sur lui. Hein. C'est vraiment devenu une sorte de casus belli. On l'entend pour les conseillers fouronnais néerlandophones qu'on a entendu dans le sujet. Mais c'est vrai que la presse flamande, à l'époque, il y avait des éditoriaux très très durs sur José Appart. Hein. C'était inimaginable qu'il puisse devenir bourgmestre. C'était le symbole d'une francophonie. Disons que en Flandre, et justement la Volksunie était encore assez forte à ce moment-là. Bon, la NVA, mais la NVA a mis d'autres accents, même si elle est l'héritier de la Volksunie. La Volksunie, c'était la lutte pour la Flandre, pour la langue flamande, pour la loi, c'est-à-dire là où on est en Flandre, on parle par exemple le néerlandais. C'était un des problèmes, que le bourgmestre n'était pas capable de parler le néerlandais et que les conseils communaux, par exemple, là, on mélangeait les langues, ce qui n'était pas légal. Tous ces dossiers-là. Souvenez-vous, il y a eu la rencontre avec le roi Baudouin du côté néerlandophone. On hurlait à ce moment-là que le roi, symbole de ce pays, allait en secret parler avec un terroriste, comme il était vu du côté néerlandophone. Donc oui, je crois que tout là aussi, c'était devenu un homme symbolique qui, pour la Flandre, devait partir, devait disparaître. Notez que, pour moi, comme journaliste, c'est aussi le début d'une autre forme de régionalisme du côté francophone, du côté wallon. Oui, parce qu'on l'entend, ça a été, d'ailleurs, dans un des discours de 63, on entend que Fouron est en fait un symbole d'un autre problème pour les Wallons, c'est l'État flamand, duquel, à l'époque, dans les années 60, le mouvement wallon veut se séparer. Et les Fourons, c'est ça, c'est une forme d'impérialisme. Je crois que ce mot aussi a été lâché dans le sujet, Philippe Lerut. Mais tout à fait, on est dans un contexte qu'on ne peut plus comprendre aujourd'hui. La région wallonne est créée en 1980 dans le cadre d'une régionalisation provisoire. La région bruxelloise n'existe pas, elle n'existe pas parce que la Flandre n'en veut pas. Par ailleurs, on est aussi dans un contexte où en Flandre, on entend un slogan « Plus un franc flamand pour l'acier wallon ». Oui, parce qu'à l'époque, c'était les secteurs nationaux. L'acier était un secteur national. Ça veut dire que les Wallons se disent « Mais voilà, nous allons devoir assumer nous-mêmes la restructuration de notre sidérurgie. Nous subissons donc la volonté des Flamands. » Et par ailleurs, il y a ce symbole d'une petite commune où un vote démocratique n'est pas respecté. Et tout ça fait que le problème fouronnais, comme le disait Yvan de Wader tout à l'heure, véhicule d'autres problèmes qui sont beaucoup plus larges et qui expriment une frustration wallonne par rapport à un État qui refuse d'entendre les revendications wallonnes. Il faut savoir que le BBP wallon, c'est-à-dire, a diminué, est devenu plus petit que le BBP flamand. Le produit intérieur brut, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Régional brut. Hein. Pardon, j'ai utilisé l'expression néerlandophone. Oui. Mais elle est devenue plus petite en 63. Donc, juste de ce moment-là, la Flandre est devenue plus prospère, plus riche aussi. Et c'était un peu ces sentiments-là qu'on a vus au Fouron. Alors, il y a tout ce contexte général, il y a effectivement ces questions régionales en Flandre, en Wallonie, mais pour les habitants des Fourons, Philippe Lerut, José Appart, il a été élu quelque part. C'est la démocratie aussi. Mais tout à fait. Les élections communales ont été démocratiques et les Fouronnais se rapprochent notamment des habitants d'un petit village suisse qui s'appelle Velra. Et à Velra, qui fait partie du canton germanophone de Berne, un référendum local suffit pour basculer dans le canton francophone du Jura. Alors, quand ils comparent, ils disent « Mais pourquoi notre vote démocratique n'est-il pas reconnu ?» D'ailleurs, ils vont faire des fêtes fouronnaises où ils vont inviter ces francophones jurassiens. Là. Oui, tout à fait. Et je fais le lien avec, par exemple, les communes linguistiques à facilité autour de Bruxelles, Linkebeek, avec la même situation quelques années plus tard. Il y a un bourgmestre qui est élu, mais qui ne suit pas toutes les lois linguistiques. Et donc, la Flandre, qui à ce moment-là peut nommer les bourgmestres, ne le nomme pas. Et on a la même discussion. Est-ce que le scrutin compte ou est-ce que les lois comptent? Oui, c'est ça. C'est la loi et la démocratie, quelque part, qui s'opposent. Et c'est insoluble, hein, un peu à ce moment-là. Ouais. Voilà. Oui.
C'est insoluble. Et sur le moment, d'ailleurs, un jour, José Appart prête serment comme bourgmestre. La semaine suivante, le gouverneur du Limbourg casse sa nomination. Un jour, on tire dans la vitrine d'un café francophone. Le mois suivant, José Appart fait déménager une classe de maternelle flamande pour laisser la place à une classe francophone. Vexation, blocage, provocation existent des deux côtés. Côté francophone, José Appart se taille un costume de résistant et devient immensément populaire. Il compte bien d'ailleurs faire fructifier ce succès pour le bien des Fourrons, mais pour son bien également. En 1984, c'est le grand tournant. Il se présente aux élections européennes sur une liste socialiste, alors dans l'opposition, et il fait un carton. L'histoire continue. Le Parti socialiste francophone a largement bénéficié de ce qu'on appelle maintenant l'effet Appart. On ne connaît toujours pas le total des voix de préférence du bourgmestre de Fourron. José Appart tient largement la tête dans la province de Liège avec 68 000 voix de préférence. Il s'est même permis de battre Ernest Glyn, tête de liste PS, dans son fief à Charleroi, en réalisant plus du double de voix de préférence récoltées par Glyn, 7 100 voix pour Ernest Glyn contre 16 850 à José Appart. José Appart prend goût à la victoire et au pouvoir. Il franchit définitivement la porte du Parti socialiste quelques mois plus tard. J'ai rendez-vous avec l'histoire. J'ai en effet décidé d'adhérer au Parti socialiste. Il y a des applaudissements, il y a aussi, vous l'entendez, des huées. José Appart se bat-il pour les Fourrons ou pour lui-même? La question se pose déjà en 1984. En attendant, le passage de José Appart au PS élève encore un peu plus le niveau de tension communautaire. Les partis francophones au gouvernement, le PRL de Jean Gol et le PSC de Gérard Depré, ne peuvent reculer. En face, le CVP, les sociaux-chrétiens flamands, se montrent inflexibles. Le Premier ministre, Wilfried Martens, propose plusieurs solutions de compromis, mais sans succès. Un jour de 1987, Luc Van den Brand, chef de groupe du CVP à la Chambre, demande au PRL et au PSC, aux francophones, donc au gouvernement, de choisir c'est Appart ou c'est le gouvernement. Jean Gol, vice-premier PRL, ne peut que s'en désoler dans un face-à-face très tendu avec Luc Van den Brand sur le plateau de l'RTBF. Au moment où nous avons ensemble mangé les fruits amers de l'austérité et imposé ces fruits amers à la population, et où il y a quand même, il suffit de voir les résultats économiques, un certain nombre de perspectives qu'on va pouvoir arriver à une meilleure situation et ensemble pouvoir cueillir les fruits du travail qui a été accompli. La question, faire tomber un gouvernement, tomber un gouvernement sur une question pareille, l'histoire nous enseigne que ce n'est pas la première fois. Il n'y a personne en Flandre, et pas seulement au CVP, mais dans tous les groupes, il n'y a personne qui peut comprendre que, par exemple, les ministres francophones ne sont pas à même de prendre, je dirais, cette petite responsabilité à faire exécuter les arrêts et la loi. La loi, vision flamande, contre la démocratie, vision francophone. Le conflit est insoluble, le gouvernement tombe, les élections suivent, et les résultats propulsent le PS de José Appart à des niveaux historiques. Pour les Fourronnais et le mouvement wallon, il y a des airs de grand soir, mais le plus dur sera la chute. Il faudra 100 jours pour négocier un gouvernement, un vaste troc entre Nord et Sud, et au bout du compte, les francophones acceptent de céder sur ce qui leur paraissait essentiel. Malgré des concessions, permettant notamment aux Fourronnais de voter à Liège, les Fourrons restent au Limbourg. La tutelle flamande continuera à s'imposer. José Appart, l'homme de l'action fourronnaise, ne peut que refuser ce compromis qui sonne comme une défaite en rase campagne. C'est non, parce que c'est beaucoup trop cher payé. Pour nous, on est en train de reculer cet accord que les négociateurs ont obtenu, parce qu'ils sont tous ensemble. Les négociateurs ont confirmé la loi de 62 qui est inacceptable. On va même jusqu'à institutionnaliser les arrêts et les avis abusifs des chambres flamandes du Conseil d'État qui entraîneront de fait le suffrage capacitaire. En plus, on reste au Limbourg, on a un échevin flamand dans les papes, on a quelques avantages bien sûr,
Mais par rapport à tout ce qu'on a cédé, pour moi, c'est non. Mais ce refus, assez ferme, est pourtant de façade, car sans conséquence, José Appart décide de rester malgré tout au Parti socialiste. Il accepte les mandats qu'on lui propose, il choisit le pouvoir. Réélu bourgmestre malgré tout, José Appart semble avoir compris que la Flandre ne céderait jamais. Il accepte donc ce qu'il avait refusé de faire jusqu'ici, entraînant la Belgique dans une crise sans fin. Il fait enfin un pas de côté et il quitte les fourrons. Un événement dans la politique belge, le point de friction qui a le plus empoisonné cette vie politique au cours des dernières années, au grand étonnement des observateurs étrangers. L'os qui est resté en travers de la gorge de plus d'un Premier ministre, au point de le contraindre parfois à démissionner. Bref, le fameux porc-épic fouronnais va peut-être disparaître, ou en tout cas va cesser de constituer un obstacle juridique et psychologique incontournable pour la politique belge. José Appart a annoncé ce soir devant l'Assemblée de l'Action fournaise qu'il ne serait pas le candidat bourgmestre de sa commune. Fin de l'histoire, le présentateur du JT, René Thierry, se permet de conclure par une désannonce en forme de point final. Bien voilà donc la fin, ou du moins la fin en perspective pour un des sujets qui, je vous le disais, a empoisonné le plus la vie politique belge au cours des dernières années. Comme quoi, il ne faut jamais désespérer. La première, 9h, 10h, l'histoire continue. Bertrand N, Hélène Maquet. L'histoire continue depuis que ces petits villages blottis contre la frontière des Pays-Bas faisaient la une de l'actualité. L'histoire continue depuis que José Appart a choisi le pouvoir et puis finalement n'y est plus tellement. L'histoire s'est tassée. Comment ça se fait? C'est ce qu'on va essayer de comprendre maintenant, Bertrand. Exactement, avec Philippe Lerut qui était journaliste dans les fourrons pour le journal L'Avenir. Il est terminé, ce conflit dans les fourrons, aujourd'hui? La tension communautaire existe toujours et au conseil communal, vous avez toujours deux groupes qui se font face, les francophones d'un côté, les flamands de l'autre. Mais les formes du combat ont évolué. Et les francophones sont devenus minoritaires. Les francophones, ça, c'est le grand changement. Les francophones sont devenus minoritaires au Conseil communal en l'an 2000 grâce à un vote massif des électeurs hollandais, parce qu'il y a beaucoup d'habitants hollandais dans les fourrons. Et il était d'ailleurs assez intéressant de constater que 90% des Hollandais vivant dans les fourrons ont participé à l'élection communale, alors que dans toutes les autres communes du pays, les citoyens européens n'ont pas voté de la même manière massive. Fortement. Le mérite en revient à la liste flamande qui les a courtisés pour qu'ils votent en leur faveur, bien entendu. La population a changé dans les fourrons depuis les années 70. La sociologie de la population. Il est évident que de nombreux jeunes francophones sont partis et sont allés habiter ailleurs, parce que vous savez, pendant des années, si un jeune francophone voulait faire bâtir une maison à Fourron et s'y demandait un permis de bâtir, dans la pratique, il fallait beaucoup plus longtemps pour obtenir le permis de bâtir que son voisin flamand. Alors, évidemment, des jeunes couples sont partis, d'autant plus que les terrains sont devenus très chers à Fourron. C'est une magnifique région touristique, les possibilités de bâtir sont limitées, alors ils sont allés dans les communes voisines. Donc la population francophone a diminué, et donc sociologiquement, l'électorat s'est rétréci. Et puis, je le répète, il y a eu l'apport des électeurs hollandais qui a été décisif en 2000 pour faire basculer la majorité, en tout cas au conseil communal, du côté de la liste flamande. Et en 2006, là, la domination de l'électorat flamand était totale, puisque à Fourron, on élit aussi le CPLS. Et là, il n'y a que les électeurs belges qui peuvent élire les membres du CPLS. Et en 2006, la victoire de la liste Voerbelang, donc la liste flamande, a été totale. Ivan de Wader, ce qui est frappant quand même si la sociologie a changé après, ce qui explique qu'on n'ait plus ces conflits, c'est qu'au moment où José Appart décide de se retirer, de ne plus se présenter et laisser Nico Droeven, qui est un autre membre de la liste Retour à Liège, devenir bourgmestre, le conflit se tasse. Je veux dire, il disparaît presque des écrans dans les archives. Je n'ai presque plus rien trouvé dans les années 90 sur les fourrons. Est-ce que ça veut dire que le problème des fourrons, c'était d'abord le problème Appart ? Je crois qu'il a joué un rôle très important. Son style résistant, le fait qu'il était syndicaliste pour agriculteurs avant, je crois que ça a joué un rôle très important. Il provoquait, il aimait
provoqué aussi. Et je crois que ça a joué toujours. Mais de l'autre côté, Huub Broers, qui était à ce moment-là dans l'opposition, qui est devenu le bourgmestre quand Voerbelangen a gagné les élections, s'est toujours dit, et ça je me souviens parce que j'ai parlé souvent avec lui dans les années 90, calmons, la démographie va nous aider. Ils étaient sûrs et certains qu'un certain jour, ils auraient la majorité et tout changerait. Et ça s'est produit aussi. Tout s'est changé. Deuxième élément, comme on vient de le dire au début de cette émission, la violence dans la politique a disparu. Elle a disparu, pour moi, complètement. Elle est devenue verbale, comme je le dis dans les réseaux sociaux, mais ça veut dire aussi que dans une commune et dans la politique communale, elle n'est plus présente de la même façon que dans les années 60, 70 et même 80. Donc, il y a vraiment une différence de style, de tendance, de sociologie, et ça fait la différence. Ça veut dire, Philippe Lerut, que José Appart, quelque part, il cristallise cette manière de faire de la politique où il y a de la violence, où les choses sont plus agressives, où le contexte est plus violent. Il est un peu un symbole de cette époque-là ? Mais il est devenu à un certain moment un symbole de la résistance flamande face à la résistance wallonne, face à la majorité flamande. Quand il est élu député européen en 1984, vous savez, il est passé au PS, mais d'autres partis avaient espéré le recruter. Il arrive au PS et il réalise un score canon. Et puis, en 1988, sur la lancée, le PS revient au pouvoir. Et puis, à ce moment-là, d'une part, on lui fait des promesses, manifestement, ce qui aide à le calmer. Ensuite, la réforme de 1988 est très importante parce que on crée la région bruxelloise. Et alors, vous comprenez que mettre en balance le sort des Fourrons et la région bruxelloise, ça ne marche pas. Il y a aussi une certaine arrogance de José Appart qui n'a jamais même voulu montrer qu'il parlait néerlandais, sauf à la fin, j'ai trouvé quelques articles, je n'ai pas eu le temps de les mettre, où on l'entend dire quelques mots en néerlandais avec un petit papier pour le lire. Mais ça aussi, c'est quelque chose qui a peut-être changé dans la politique francophone par rapport au néerlandais, même s'il y a encore quelques cas, on l'a vu avec ce dernier gouvernement, Ivan de Wader, où quand même il y a une sorte... il y a peut-être moins d'arrogance qu'avant, que dans les années 80, non ? Il y a une prise de conscience du côté francophone, surtout avec ce dernier gouvernement, où il y a beaucoup de ministres du PS, justement du PS, qui font l'effort de passer du côté néerlandophone et de parler néerlandais. Donc il y a quand même une différence. Ça fait 40 ans. Il y a une différence aussi dans les esprits de tous les côtés. Vous savez, il y a un autre héritier de ce dossier, de ce conflit. C'est la NVA. Si vous voyez les photos, il y a une photo d'une promenade, non de la VMO, c'était une milice, mais du TAC. Et sur cette photo, il y a Jan Jambon, qui à ce moment-là, avec Peter de Rovere, était les présidents du Vlaamse... Peter de Rovere, c'est donc le chef de groupe NVA à la Chambre. À la Chambre, qui étaient tous les deux les présidents du Vlaamse Volksbeweging, qui organisaient cette promenade. Et vous voyez dans la foule, parce qu'elle descend une colline, vous voyez... Et ça se passe où, cette promenade ? C'est au Fourron. C'est au Fourron. Et vous voyez Bardeweve, un tout jeune Bardeweve. Et donc, dans cette promenade, il y a la NVA présente, quoi. Et donc, là aussi, c'est un des héritiers de ce dossier, de ce conflit. C'est la prise de conscience du côté néerlandophone. La Volksunie a explodé par beaucoup d'autres éléments. Mais il y a cet héritier, et cet héritier est devenu très important et très dominant dans la politique flamande. Et en même temps, les conflits linguistiques purs, j'ai envie de dire, ont tendance à disparaître. C'est vrai qu'il y a encore eu BHV, après. Oui, mais aujourd'hui, c'est beaucoup des conflits de compétences, d'argent, de transfert, d'institutions. La passion a disparu. Oui, la passion n'y est plus. Philippe Lerut, c'est vous qui avez dit ces conflits passionnels. C'est vrai qu'aujourd'hui, le conflit entre Nord et Sud, il est dans les chiffres, il est dans des articles 107 quater bis, mais il est beaucoup moins passionnel. On ne va plus dans les rues. C'est évident, et même du côté wallon, on sait qu'à partir de 2025, il faudra trouver des solutions parce que les flux changeront et que donc c'est aux wallons à trouver eux-mêmes les solutions. Ça, c'est très clair, on n'est plus dans le même contexte. Et d'ailleurs, il y a un élément, et je reviens au Fourron, qui est assez intéressant à noter, c'est que la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui défendait toujours, qui appuyait toujours les Fourronnais francophones et qui leur a permis notamment d'acheter
il y a quelques années, le bâtiment de l'école francophone des Fourrons, elle vient de retirer le subside qui était accordé à la bibliothèque francophone de Fourrons. Ce qui veut dire que la bibliothécaire a dû partir, puisqu'elle l'est nommée, elle est repartie à Verviers. Et ça, c'est une chose qui a à la fois choqué les Fourronnais francophones, mais qui montre aussi que même du côté de l'institution qui devrait soutenir la culture francophone à Fourrons et dans d'autres communes de Flandre, on laisse tomber pour des raisons, je dirais, légalistes. Légalistes en disant ils ne rentrent pas dans les clous parce qu'évidemment, ils sont situés en dehors du territoire de la communauté française. On disait qu'il n'y a plus ces grandes mobilisations, que ce soit dans les Fourrons, que ce soit dans les communes à facilité. On se souvient des conseils communaux avec le Talaxi Comité qui vient, qui manifeste. Ces grands moments, ces grandes manifestations linguistiques. Ça veut dire qu'il n'y a plus de conflits linguistiques en Belgique, Ivan de Wader? Si, il y en a. Mais il y a quand même une différence. Par exemple, l'enseignement, ça fait 40 ans que des jeunes sont éduqués des deux côtés dans un autre monde avec d'autres règles, avec d'autres, par exemple, le fait que le néerlandais n'est plus une langue obligatoire dans l'enseignement francophone. C'est l'inverse du côté néerlandophone, mais ça veut dire que des jeunes sont éduqués, deviennent adultes dans deux mondes tout à fait différents, dans deux pays, deux pays différents. Et là, qui sont touchés, c'est les journalistes, c'est nous, qui se retrouvent prisonniers d'une communauté et qui regardent un peu vers l'étranger. C'est vraiment ça. Pour se battre pour quelque chose, il faut avoir un élément commun. Et l'élément commun, il vient de disparaître. Et je crois que c'est là la différence. Et ça devient très administratif. On parle d'argent, on parle de lignes sur des cartes. C'est plus le passionnel. On perd la passion ? Oui, on a perdu la passion. On se regarde comme deux pays étrangers, excusez-moi. Il n'y a plus grand-chose qui nous tient ensemble, sauf quelques symboles. Mais pour le reste, je crois que c'est un peu la vision de la Flandre, là. Oui. Ce qui a aussi beaucoup changé par rapport à cette période, c'est que ce conflit terriblement compliqué, qui paraissait insoluble, on a dit le mot tout à l'heure, Ivan de Wader, il était réglé en à peu près 100 jours, ce qui à l'époque était une crise déjà jugée très très longue, mais il y avait 3 grandes familles politiques qui à un moment donné se sont mis autour de la table et on a négocié, surtout entre socio-chrétiens et socialistes côté sud. Aujourd'hui, voilà, il y a le Parlement est un peu éclaté façon puzzle, ça devient très difficile de conclure des accords, ça aussi c'est ce qui change. À l'époque, on pouvait régler, j'ai envie de dire facilement ce genre de problème. Une fois qu'on s'est mis autour de la table après élection, ça a été réglé en 100 jours. Mais c'est ce qui a fait la réputation de ce qu'on appelait le compromis à la belge. Et de Jean-Luc Dehaene. En mélangeant différents problèmes et en résolvant les uns avec les autres et en isolant peut-être celui qui était le plus compliqué. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué parce que le paysage politique est éclaté et que les tendances politiques de la Wallonie et de la Flandre essentiellement vont dans des sens complètement opposés, ce qui rendra la discussion beaucoup plus difficile. Et c'est d'ailleurs pour ça que Bart de Wever a dit il n'y a pas longtemps que pour sortir de tout ça, il faudrait une sorte de suspension de la Constitution, parce que si on attend qu'il y ait les majorités des 2 tiers, il n'y aura plus. Voilà. Parce que les personnalités ont disparu aussi. Ils sont plus communs comme éléments communs. Les gens des années 80 avaient encore étudié, par exemple, en partie francophone ou dans les 2 parties étaient bilingues comme souvent. Surtout côté flamand quand même, parce que côté francophone, Gérard Depré parlait un petit peu, Jean Gaulle pas tellement. Je sais, mais c'était un peu la tradition. C'était du côté néerlandophone qu'on faisait le lien, qu'on faisait le pont. Tandis que maintenant, il y a plus cette volonté, il y a plus non plus la capacité. Beaucoup d'entre eux ne parlent pas très bien le français. Ils se débrouillent comme vous et vos ministres, vous débrouillez en néerlandais, mais c'est pas la même chose, comme par exemple Herman de Croo, qui est parfaitement bilingue parce qu'il a étudié des 2 côtés de la frontière. Et puis les hommes politiques se parlaient beaucoup, je veux dire, entre Spital et Martens, etc. C'était constant, tandis que maintenant, c'est quand même plus difficile. Souvenez-vous de l'anecdote, c'était Madame Spaak et Hugo Skills qui passaient leurs vacances ensemble. Donc c'était la Volksunie et le FDF. Mais personnellement, ils s'aimaient bien et passaient leurs vacances ensemble. Autour de la table, c'était des ennemis jurés, quoi. On n'imaginerait pas Olivier Minguin et Jan Jambon ou Bart de Wever. Bart de Wever se passaient des vacances ensemble, voilà.
Merci Philippe Lerut. Je rappelle que vous étiez journaliste à Ouvrir l'avenir pendant toute cette période, devenu l'avenir. Merci. Et puis merci Ivan De Wader d'être venu nous raconter ces années de politique. Ivan De Wader, journaliste politique à la VRT. Raconter le passé pour éclairer le présent, c'était l'histoire continue à la réalisation Jonathan Rémy avec les archives de la Sonuma.